début, je commençais juste, quand je suis arrivé sur Paris, à aller à quelques meet-up. L'outil meet-up est plutôt pas mal pour trouver justement bah, des conférences, des personnes qui vont faire des rex, parler de tel ou tel techno. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des salons. Alors il y a les salons à Paris, comme par exemple le salon du Big Data, donc, que je trouve un peu trop peut-être orienté business plus que technique. Mais il y a pas mal de gros salons comme ça. Il y a aussi les Summit des clouders, donc Microsoft Summit, AWS Summit Paris, et GCP Summit Paris. Là, j'ai créé une solution qui s'appelle Data Archive. En fait, j'ai été racheté il y a 2 ans par Data Galaxy, la boîte pour laquelle du coup je suis en tant que VP Data, et associé. Du coup, en fait, ça a été un rachat/fusion où du coup on a réintégré notre produit. On était en pleine levée de fonds. Du coup, on a switché de pas faire de levée de fonds et du coup intégrer une compagnie plus grosse. Ok. Et du coup, ça a été 2 belles années où du coup on a intégré le produit, mon équipe a été redispatchée. J'ai surtout bossé du coup en tant qu'architecte et j'ai mis en place toute la couche centralisation de data dans la boîte. Donc c'était vraiment super intéressant. Mais moi je déconseillerais de dès la sortie d'école partir en freelance parce que je pense que l'expérience en entreprise au début est quand même assez importante. Faire au moins 2 à 4 ans, quelque chose qui définit un peu ma parcours. Je pense vraiment, en fait, c'est les rencontres avec les autres personnes. Et du coup, c'est le fait de toujours être en veille, de faire beaucoup de meet-up, d'essayer d'écrire quelques petits articles sur Medium, Oui. de parler à plein de gens sur LinkedIn. Enfin, en fait, le fait de vraiment tout le temps être curieux et toujours pousser un peu les limites de la connaissance dans la tech sur les trucs qu'on a. Bonjour et bienvenue sur Academy, la chaîne dédiée aux formations et success story data. Je suis Émilie Brenda, data ingénieure, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité assez spécial. Il s'appelle Alexandre. Il a eu 1001 vies et il continue encore d'en raconter et d'en avoir tout au long de sa carrière. Donc bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté Bonjour notre Ellie, invitation. ravi d'être ici. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne Oui, te bien connaissent sûr. pas encore? Donc je m'appelle Alexandre Bergère. J'ai été diplômé en 2016, donc ça fait 7 ans maintenant que j'ai commencé à travailler dans la tech. Et comme tu l'as un peu introduit, effectivement, j'ai eu plusieurs, plusieurs casquettes dans mon parcours. Donc aujourd'hui, je suis VP Data chez Data Galaxy, qui est une boîte de data gouvernance, une startup lyonnaise. Mais je quitte là à la fin d'été pour revenir à ce qui me plaît énormément, c'est-à-dire freelance. Et je redeviens du coup data architecte freelance à partir de janvier prochain. D'accord. Alors ce qui m'a intrigué dans ton profil, c'est qu'en plus d'avoir fait la même école que moi, du coup, l'ISEP, tu as aussi fait du data architect. Et c'est des choses que j'ai pas beaucoup vues sur les profils des gens. Donc, je Oui, voulais savoir un peu, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la data architecture? oui, bien sûr. En fait, c'est assez nouveau, pas non plus nouveau, mais disons que c'est un profil qui est pas mal apparu avec l'arrivée du cloud. Il y a des architectes depuis, je pense, le début de l'informatique, surtout des software architectes, architect solution, etc. Data architect, en fait, c'est un poste un petit peu au milieu de tous les stakeholders. Donc, on va communiquer avec, souvent, on travaille pas mal avec des DevOps, avec des data ingénieurs, avec le PO, Scrum, ça dépend un peu le type de projet, avec les utilisateurs finaux. Et en fait, le Ouais. but du data architect, il accompagne souvent le chef de projet ou le PO avec une casquette un petit peu technique. Ça va dépendre un peu des tailles, disons, d'entreprise et comment est sizée un petit peu la team. Mais souvent, c'est un peu le pendant technique d'un chef de projet, d'un PO. Et il va, en fait, architecturer le projet d'un point de vue data. Donc, comme un cloud architecte va architecturer un projet en toute la partie, disons, plus réseau, sur la partie Kubernetes, VM, sécurité, etc. Le data Mhm. architect, lui, il va en fait sizer, euh,
l'architecture d'un projet à venir et être dans toute la vie du projet, puisque il va avoir des nouveaux besoins, des nouvelles demandes. Et du coup, le data architect, en fait, souvent, il est un peu slash cloud architect, puisque quand c'est des projets data sur le cloud, c'est aussi lui, du coup, qui va faire par exemple le DAT, le document d'architecture technique, parler avec la sécurité, mettre en place les couches de sécurité, parler avec le réseau, parler avec, disons, toute la partie IT, gouvernance, etc. Donc, lui, il va, disons, designer, poker et avoir une vision sur comment va être l'architecture globale du projet sur les prochains mois, prochaines années, et aider aussi les équipes type data architecte, enfin pardon, data ingénieur, data analyst, à être sûr que les outils qu'il a mis en place pour eux soient sizés comme il faut, leur conviennent, et quand on a des problématiques de sizing, de lenteur ou de choses comme ça, il va aider aussi à du coup améliorer tout ça. D'accord. Et donc, quel est le parcours type pour devenir un data architecte? Hum, Il y a plusieurs types de parcours. Le parcours, disons, un peu classique, ça va être souvent plus data engineer. Alors pareil, data engineer, c'est quand même assez récent dans le même dans l'informatique, parce que ça doit avoir 7 ou 10 ans maximum. Puis depuis quelques années, il y en a beaucoup. Mais souvent, ça va être des profils plutôt data engineer ou data analyst qui vont en fait, disons, sortir un petit peu de leur domaine de compétences, euh, sortir un petit peu du code pour, par exemple, même si aujourd'hui c'est un data ingénieur va souvent faire un petit peu d'architecture et d'infrastructure, il va faire un petit peu de QA, etc. Mais disons, c'est des profils data ingénieurs, data analyst qui sont un petit peu curieux, qui vont aller chercher un petit peu plus loin, faire un petit peu d'infrastructure, toucher un petit peu au côté DataOps, euh, parler peut-être un peu plus avec le business, travailler un peu plus avec le chef de projet. Et au fur et à mesure, quand il commence à avoir de l'expérience, il, il va savoir en fait quel pattern d'architecture mettre, quelles vont être les bonnes pratiques. Il va tester telle ou telle nouvelle recommandation, telle ou telle techno. Et au fur et à mesure, ça va être. Il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas forcément de data architecte et disons chez certaines teams où il va y avoir un, deux, trois data engineers. Souvent, ça va être un peu un plus senior data engineer qui va porter un peu la casquette data architecte. Les vrais profils data architecte, ça va être plutôt dans les grosses boîtes où c'est très segmenté et Ouais. disons que c'est des architectures aussi un petit peu plus complexes. Mais souvent, ouais, disons le profil, ça va être plutôt d'abord plus, disons, développeur, donc, enfin, développeur data architecte, data analyst. Puis après, petit à petit, monter en compétences, avoir un scope plus large et pouvoir porter un petit peu la casquette de data architecte. D'accord. Et donc, toi, comment est-ce que tu as fait pour entendre parler de ce métier-là? C'est-à-dire, tu as commencé par quoi une fois que tu es sorti d'école d'ingénieur? Ensuite, tu as poursuivi avec quoi avant de te retrouver d'être architecte? Euh, en fait, je suis arrivé là un petit peu entre guillemets par hasard, mais c'est un peu la continuité de ma carrière. En fait, donc j'ai quitté les EP, l'école qu'on a fait ensemble. Euh, j'ai été chez Avanade. C'est une joint venture entre Microsoft et Accenture, donc c'est une ESN. Mhm. Et j'étais scopé un profil data analyst. Donc c'était en 2016. Donc là, le cloud commençait un petit peu à arriver. Donc moi, j'étais plutôt sur une stack on-premise classique qui s'appelle MSBI. Donc vraiment quelque chose sur des serveurs on-premise, etc. Où on avait des VM. On mettait beaucoup de temps à avoir notre matériel. Enfin bref, vraiment un peu à l'ancienne. Et puis le cloud a commencé à arriver. Et du coup, je me suis pas mal intéressé à ça. Donc toujours avec une casquette data analyst, mais j'ai commencé à faire quelques trucs sur Azure. Donc j'ai testé les premières briques un petit peu data. Et je bossais beaucoup aussi avec Power BI et la partie online, pas on-premise, chez Ouais. des clients. Du coup, pareil, c'est un peu l'ouverture du cloud, parce que du coup, c'était hébergé directement par Microsoft. Et du coup, j'ai pas mal fait, disons, de side projets par rapport au projet sur lequel j'étais. J'ai poké pas mal de choses, fait pas mal de tests. J'ai eu la chance d'aller à Seattle sur un summit organisé par Microsoft, sur un POC justement que j'avais fait sur toute une stack data en utilisant Databricks et des données IoT, avec un fake un petit peu use case dans le domaine de l'énergie. Et du coup, ça m'a ouvert un peu des horizons pour continuer à travailler un peu sur ces architectures.
Après, en fait, j'ai quitté Avanade et je cherchais justement, je voulais me mettre en freelance et je cherchais un petit peu différents postes. Et en fait, j'ai eu une opportunité chez la SNCF, SNCF Group, dans le pôle Big Data. Et en fait, ils cherchaient, enfin, moi, je voulais me positionner en tant que data analyst, euh, cloud architect, data architect junior, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais pu faire un petit peu et qui me plaisait beaucoup. Et en fait, ils avaient un poste de data architect, mais qui arrivait dans 6 mois. Et du coup, ils m'ont proposé d'abord d'être DevOps, CloudOps. Donc, en gros, je suis arrivé en tant que CloudOps, où pareil, j'étais junior, parce que j'en ai jamais vraiment fait. Du coup, sur le tas, j'ai appris Terraform, j'ai appris Ansible. J'avais fait pas mal de Git avant, donc ça, c'était pas trop gênant. Et, euh, et du coup, bah, la partie app, c'est quand même une partie assez importante de l'architecte, data architecte. Donc, ça m'a permis aussi de monter en compétence sur toute la partie infrastructure as code et DevOps. Et après, du coup, j'ai endossé le rôle de data architecte euh, directement là-bas. Et j'ai fait ça D'accord. pendant 2 ans. Super. Et donc, il y a beaucoup de choses dont tu as parlé qui sont très intéressantes. Tu as parlé de ton séjour du coup à Seattle, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un focus sur Databricks pour les personnes qui ne connaissent Mm. pas très bien cet outil. Est-ce que tu pourrais un peu parler de cet outil-là, à quoi Ouais, ça bien sûr, sert, voilà. bien sûr. Du coup, ouais, D'accord. Databricks, c'est une solution managée de Spark. À la base, c'est ça. Donc, Spark, c'est un framework utilisé beaucoup par des data ingénieurs, qu'on peut faire en Scala, en Python, en Java ou en R, qui Mhm. permet de paralléliser des process. Donc ça, c'est un outil, enfin, c'est un framework open source. Et Databricks, c'est en fait une solution SaaS managée. Donc en fait, toute la partie un petit peu complexe de mise en place finalement de Spark avec, il faut un header, il faut des workers, il faut mettre en place le réseau, etc. Ils font tout ça pour nous. Et nous, on a juste à utiliser Databricks pour bah, juste lancer nos codes en Spark. Et derrière, tout ce qui est autoscale de machines, mise en place des environnements, etc. Tout est fait par Databricks. Et du coup, Databricks, c'est uniquement un outil cloud, puisque c'est sur Azure, AWS ou GCP. Mhm. Et maintenant, c'est beaucoup plus large, puisqu'au début, c'était que du Spark. Ensuite, ils ont inventé Delta, qui est un format open source, qui permet en fait de faire l'équivalent d'une base de données, mais sur des formats blob. Donc, ça va être du storage account, du S3. Derrière, en fait, c'est du parquet. Et ils rajoutent une surcouche de JSON qui permet en fait de gérer toute la partie acidité comme une base de données en fait. Les autres formats D'accord. connus, c'est Apache Hudi et Apache Iceberg. Donc ils ont inventé Delta, ils ont inventé MLflow, qui est un outil en fait qui permet de euh, euh, détecter la qualité et le versionning des modèles, donc plus pour la partie data science. Donc au début, c'était surtout les data ingénieurs experts et Delta, data science avec MLflow. Et il y a 2 ans, ils ont rajouté SQL Analytics pour la partie en fait data analyst. Donc ça touche toute la partie data. Et il y a un mois, c'était leur summit annuel à San Francisco. Et ils ont annoncé encore d'autres scopes. Ils ont un nouvel outil qui s'appelle Unity Catalog, qui permet en fait de gérer toute la partie gouvernance. Et ils ont annoncé beaucoup de features sur tout ce qui est observabilité. Ils ont maintenant un nouvel outil qui permet de se connecter directement à différentes bases de données sans le passer en Delta, un peu comme fonctionne Trino ou Starburst. Donc c'est vraiment un outil très central autour de la data. Ils ont inventé un pattern qui s'appelle aussi Lakehouse, qui est un mix entre Ouais. Data Warehouse et Data Lake, donc ça fait Lakehouse. C'est eux qui ont inventé ce pattern-là, qui est maintenant utilisé par plein d'autres compagnies, genre chez Microsoft avec leur propre stack, chez Starburst, chez d'autres boîtes, chez AWS, mais avec leur stack à eux aussi, sans forcément utiliser du Databricks. Du coup, voilà, donc c'est une très grosse boîte. Et effectivement, si des personnes commencent un peu leur vie dans la data, je pense que c'est des bonnes sources à suivre. Aujourd'hui, il y a les clouders qui ont leur propre stack, disons, data, il y a Databricks et il y a Snowflake. C'est un peu les grands, Ouais. les grandes boîtes autour de la data qui font surtout du software. D'accord. Et donc, on voit à travers tout ça que tu participes beaucoup à des conférences, à des forums qui Mm. sont centrés sur la data. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que cet engouement pour ces rencontres tournées vers la data et qu'est-ce que Mm. ça t'apporte, toi, Thomas, au final? Oui, bien sûr. Ouais, bon, alors j'ai commencé petit à petit, mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu intéressé. Disons, le premier rapport, c'est la connaissance. Ça permet d'être toujours à jour, de découvrir des nouvelles stacks, de parler à des gens
qui ont d'autres problématiques, d'autres stacks, etc. Au début, je commençais juste, quand je suis arrivé sur Paris, à aller à quelques meet-up. L'outil meet-up est plutôt pas mal pour trouver justement bah, des conférences, des personnes qui vont faire des rex, parler de tel ou tel techno. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé ouais, à faire des salons. Alors, il y a les salons à Paris, comme par exemple le salon du Big Data, donc que je trouve un peu trop peut-être orienté business plus que technique. Mais il y a pas mal de gros salons comme ça. Il y a aussi les summits des codeurs, donc Microsoft Summit, AWS Summit Paris et GCP Summit Paris, qui permettent justement voilà, d'avoir une vision plus des codeurs, mais bah, dans la data, c'est quand même eux les principaux. On les retrouve tout le temps chez nos clients. Et après, il y a les salons plus comme le salon Databricks, les salons comme j'ai fait à Seattle, qui est plus orienté à Microsoft, qui là permettent encore d'aller plus loin que. Donc, c'est plus dense, puisque ça va être sur 3 jours. C'est des sessions entre 8h et 17h, mais ça permet de rencontrer potentiellement des futurs clients, d'avoir des rex encore plus poussés sur des architectures justement qui donnent pas mal d'idées, euh, qui vont pas mal deep sur justement la mise en place d'architecture, la mise en place de patterns, etc. Donc c'est assez important, je pense, bah, d'aller à des événements comme ça plusieurs fois par an pour se challenger, pour être à jour sur le marché, être à jour sur les bonnes pratiques, rencontrer les bonnes personnes aussi qui peuvent aider à trouver une autre mission quand on est freelance, augmenter un peu notre réseau. Donc, ouais, je pense que ça fait partie des choses qui nous aident à être toujours un petit peu en veille et rester à jour, quoi. Là, tu as évoqué les différentes plateformes du cloud, notamment GCP, Azure et AWS. Mm, Je me rends compte que ces plateformes sont très souvent demandées par des entreprises. Et nous, en tant que data scientist ou spécialiste de la data, en tout cas, personnellement, j'ai du mal à me retrouver dans toutes ces plateformes. J'ai du mal à mm, choisir. Donc, quel conseil mm. tu peux donner à des personnes qui se trouvent dans cette situation? Tu veux dire plus pour commencer, disons, à apprendre tel ou tel Cloder Oui. quand tu commences from scratch? Je dirais en fait, ils sont à peu près tous, enfin, on retrouve tous les services à peu près. C'est vrai qu'AWS, c'est quand même le Cloder qui a le plus de marché, qui est le premier, qui a été le premier cloud. Donc, il a beaucoup plus quand même de services. Après, moi, j'ai beaucoup bossé avec AWS et Azure, surtout Azure au début. Vu que je venais du monde Microsoft, ça a été un peu le chemin naturel, disons. Et GCP un petit peu moins. Je pense que ça dépend. En fait, pour être honnête, je pense que ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel vous êtes et du contexte client. Euh, Si je devais commencer comme ça par un coder, j'aurais tendance à dire AWS parce que il est, euh, il est un peu, je trouve, entre ce que propose GCP et ce que propose Azure. Et Ok. sinon, j'aurais tendance à dire Azure si on vient du monde plus Microsoft. Et Azure est, disons, plus facile à utiliser d'un point de vue interface graphique, d'un point de vue, tout le monde connaît un petit peu l'Active Oui. Directory, du coup on retrouve ça. IAM par exemple sur AWS, donc la partie sécurité est un petit peu plus complexe. Donc disons, je dirais peut-être premier abord, en plus les cours en ligne sont peut-être un peu plus faciles sur Azure. Donc ça dépend un peu du contexte, mais j'aurais tendance à dire potentiellement Azure puis AWS. Après, ce qui est assez bien, c'est que peu importe le codeur, ils ont tous des formations gratuites qu'on peut retrouver et suivre avec des tracts data analyst, data ingénieur, cloud ops, architecte, qui sont vraiment bien faites et qui sont 100% gratuits. Donc, euh, je pourrais, bah, après, si vous voulez, partager les liens, justement, les tracks sur les trois. D'accord. Mais ça, c'est un très bon premier début. Commencer, ils ont tous un truc, disons, euh, un peu le cloud pour les nuls, enfin Azure pour les nuls, AWS. Hein. C'est vraiment la track de début et il est vraiment bien. Moi, j'avais fait celui d'Azure, j'ai refait celui d'AWS et c'est ce que je donne à chaque fois. D'accord. Et durant ton speech, tu as parlé du fait de faire enfin, de revenir au freelancing. Je voulais Mm, savoir déjà pourquoi ce choix-là de revenir vers là et pourquoi la décision précédente de quitter, parce que je pense que mm, tu avais déjà été freelance une première fois mm. et que voilà, et tu as pris la décision de te remettre en CDI. Donc pourquoi ce retour? Euh, ouais. Alors, en fait, j'étais effectivement freelance à la SNCF et en fait, j'ai créé un produit, donc une solution SaaS qui s'appelait Data Red Kite, qui était une solution en fait qui permettait de faire l'observabilité sur les data lakes.
Donc ça veut dire que vous voyez un data lake, pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est un data lake, vous voyez ça comme un dossier sur votre ordinateur, sauf qu'il y a des terabytes, des pétabytes de données dessus, parce que toute l'entreprise va mettre ses données dessus. Et en fait, c'est juste des folders, et dans ces folders, il va y avoir des fichiers CSV, des fichiers parquet, plein de fichiers. Et donc, on fait une urbanisation, c'est d'ailleurs un des trucs que j'avais fait en tant que data architecte, c'est urbaniser le data lake à la SNCF. Et quand on urbanise un data lake, contrairement à une base de données classique type SQL, on va pouvoir savoir qui a accédé à telle table, quelles sont en fait mes tables, avoir en fait de l'analytics dessus, offert par typiquement sur Postgre ou n'importe lequel de système RDBMS. Il y a pas cette chose-là sur les data lakes. On a juste une vue globale, c'est-à-dire globalement, il y a 3 pétabytes dans notre data lake et les activités, il y a tant de read, tant de write. Point. Du coup, j'ai créé une solution qui permet en fait d'aller au détail de l'urbanisation, donc de descendre à plusieurs sous-dossiers qui sont définis par l'utilisateur. Et ensuite, on va faire en fait de l'observabilité dessus. Donc, on récupère les logs, on se connecte au data lake, on se connecte en fait à l'identité, donc Azure AD ou IAM, et on va réussir à dire bah, tel utilisateur, il accède ou il a accès à finalement ce dossier, à cette data source. Ça permet de savoir bah, quelles sont les data sources les plus utilisées. Est-ce qu'il y a des data sources qui sont tout le temps écrites, par exemple, mais en fait, personne ne les lit, donc potentiellement, elles sont pas utiles. Ça permet aussi de refacturer un petit peu les data lakes, parce que souvent, c'est un petit peu obscur. On sait globalement que oui, il y a plein de données dedans, tout le monde l'utilise un peu, mais qui l'utilise et comment l'utilise. Donc voilà, j'ai créé une solution qui s'appelle Data Archive. En fait, j'ai été racheté il y a 2 ans par Data Galaxy, la boîte pour laquelle du coup je suis en tant que VP Data, et associé. Du coup, en fait, ça a été un rachat slash fusion où du coup on a réintégré notre produit. On était en pleine levée de fonds. Du coup, on a switché de pas faire de levée de fonds et du coup intégrer une compagnie plus grosse. Ok. Euh, et du coup, bah, ça a été 2 belles années où du coup on a intégré le produit, mon équipe a été redispatchée. J'ai surtout bossé du coup en tant qu'architecte et j'ai mis en place toute la couche centralisation de data dans la boîte. Donc c'était vraiment super intéressant. Mais au final, l'aventure Data Recap que j'avais, c'était moi enfin, j'étais le, le premier founder, on était 2 founders. Teddy, qui était avec moi, lui qui a plus la couche, disons, CEO, business, etc., que moi, j'ai pas trop. Et c'est lui qui a eu aussi l'intérêt pour pouvoir créer une boîte dessus. Et passer de finalement ça, où au début, on devait être vraiment, finalement, passer de 2 founders à 4 founders. La réalité, c'est que c'est un peu plus complexe. Quand on fait une fusion comme ça dans une boîte, il y a pas mal de politique, plein de choses qu'il fait. Cette boîte-là aussi a fait des levées. Enfin, il y a plein de choses autour. Du coup, c'était un peu dur aussi de trouver ma place en tant que finalement associé et j'avais un peu une multicasquette. Du coup, bah, maintenant le produit est bien ancré, la team est là, j'ai fait pas mal de choses que je voulais faire, mais du coup, j'arrive plus trop à trouver ma place. Donc, je me remets à ce qui me plaisait vraiment en tant que freelance finalement, c'est travailler pour soi, avoir ses propres missions, trouver différents clients, répondre à leurs problématiques, trouver d'autres clients. Et je me retrouverai plus là-dedans que j'ai essayé là pendant 2 ans, mais c'est vrai que voilà, je me retrouve plus dans la partie freelance qui me parle un peu plus. D'accord. Et créer une nouvelle solution, ça ne te parle pas également? À recréer une solution, tu veux dire, Ah pour ouais, bah, bah j'ai déjà donné, c'est beaucoup de travail, surtout que je faisais ça ouais. en plus de mon temps, donc j'ai passé le soir et mes week-ends. Euh, du coup, là, j'ai pas mal bossé aussi pendant 2 ans, donc pour l'instant, enfin, je bosse sur 2, 3 produits, mais qui sont des toutes petites solutions. Euh, donc, je continue à bosser sur des solutions parce que j'adore ça. Enfin, je trouve ça vraiment, enfin, créer une solution from scratch, surtout en mode SaaS, c'est hyper intéressant. On voit vraiment toutes les couches, toutes les briques. Donc, je Ouais. continue à faire ça, mais disons un peu plus tranquillement et je me mets pas trop de pression sur des levées de fonds ou des choses comme ça où je suis pas sûr que je referai ça parce que c'est quand même très spécial comme expérience. Et après, si les petits trucs sur lesquels je bosse marchent, je me posais la question pourquoi pas. Mais disons que mon revenu principal va être en tant que freelance et que data architecte. Et les 2 produits sur lesquels je bosse, ça va être si ça marche, tant mieux. Et puis bah, sinon, je les mettrai sûrement en open source et j'espère qu'il y en a qui l'utiliseront. Ça s'arrêtera là.
En fait, tu me fais penser au fondateur de Dataiku, la solution également SaaS pour les entreprises en direction Mm. des métiers, des fonctionnels et tout ça. Et je sais que eux, ils ont eu cet engouement pour l'Amérique parce qu'ils se disaient que c'était plus vendeur. Donc du coup, ça m'amène à ma question de savoir pourquoi ne pas... enfin, est-ce que tu as déjà pensé en tout cas à t'internationaliser, Mm. à aller voir un peu plus loin vers de nouveaux horizons ou peut-être tu aurais encore plus de challenges à relever? Non, bah, en fait, quand on a monté à deux avec Teddy Data Kite, c'était un des premiers trucs, enfin, quand on était juste nous, c'était dans l'objectif de fin d'année en fait, limite, commencer Europe et US en même temps. Enfin, on avait déjà commencé à démarcher des boîtes américaines, parce que Teddy aussi, il avait un, un bon, pas mal de contacts. Donc c'était direct dans nos objectifs parce qu'effectivement, c'est toujours plus simple de comment, enfin, plus simple. C'est pas plus simple, mais en tout cas, ça amène tout de suite une échelle supplémentaire quand on a des clients américains. S'il y a beaucoup plus de budget, il y a un marché beaucoup plus grand, beaucoup plus de potentiels clients, et on a une visibilité aussi qui est beaucoup plus forte. Euh, et on a un petit peu aussi plus, disons, de rayonnement, ou même après, si on va en Europe, bah, c'est un petit peu plus facile, même si les deux marchés sont très différents. Et Data Galaxy, ils ont commencé en fait en Europe. Et là, justement, depuis 2 ans, on est en train de s'étendre aux US. Donc, on a pris aussi Spa côté Data Galaxy. Alors, justement, un des objectifs, c'était que, enfin, Teddy aussi rejoignait où il devait amener cette partie pour amener les US. Bon, au final, enfin, c'est quand même assez complexe de partir d'un marché européen avec une solution. Data Galaxy avait déjà 5 ans. Donc, quand on est très ancré sur un marché, donc le marché européen, parfois c'est un petit peu complexe d'aller sur le marché américain. Mais là, on commence à avoir nos premiers clients américains côté de Galaxy. Donc, on commence justement à ouvrir ce nouveau marché. Puis, depuis un an, on a complètement changé notre approche marketing. On a beaucoup plus de PM. On a une approche produit complètement différente. Euh, c'est un mindset de toute façon qu'il faut si on veut aller sur le marché américain. C'est forcément avoir une vraie équipe marketing, des vrais outils de communication, écrire des articles, faire pas mal de salons, avoir une vraie identité produit, etc. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on a mis en place chez Data Galaxy là, depuis 2 ans et qui est super. Du coup, qui nous permet d'amener ça sur le marché américain. Du coup, je suis un peu triste effectivement de partir alors qu'on commence à être sur le marché américain. Mais je, je, je- j'ai pas trop de soucis. Je pense que j'irai plus tard, soit du point de vue freelance, parce que j'ai pas mal de contacts là-bas, ou potentiellement bosser un peu plus d'un point de vue international, et pourquoi pas sur un autre produit plus tard. D'accord. Et avec tout ce savoir, toutes ces compétences que tu as accumulées au fil des années, est-ce que tu as déjà pensé à former les jeunes personnes qui voulaient s'orienter dans la data ou les personnes en reconversion? Oui, oui, oui. Bah, en fait, la formation, c'est un truc qui me plaît depuis longtemps. En fait, la première année où j'étais euh, diplômé, j'ai commencé à donner des cours dans mon ancienne école, à l'ESEP, du coup. Ouais. J'ai donné, du coup, le premier cours que j'ai donné, c'était MongoDB en 2016, parce que ça existait déjà depuis 6 ans, mais ça commençait à être pas mal à la mode et ils n'avaient pas forcément d'enseignants. Et vu que j'avais pas mal bossé dessus sur des projets perso euh, et sur un projet un peu pro après, ils m'ont proposé de. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé l'enseignement et ça m'a vraiment plu. Et du coup, à mesure des années, bah, j'ai donné après cours de big data à l'ESEP, puis j'ai commencé à suivre des personnes sur des projets. En parallèle, je me suis mis sur Open Classroom, où j'étais mentor. Et petit à petit, j'ai commencé à enseigner dans d'autres écoles, notamment à l'ESEO, à laquelle où j'ai pas mal de cours maintenant. Puis des écoles un peu plus orientées communication de business comme Neoma ou ECS. Donc ouais, enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je trouve ça important aussi de pouvoir enseigner avec une casquette entreprise, parce que du coup, 90% de mon temps, je suis en entreprise et 10%, je vais faire de l'enseignement. Du coup, je pense que c'est important que dans des écoles, il y ait justement des personnes qui sont full enseignantes, c'est important qu'il y en ait, mais qu'il y ait aussi des intervenants qui sont dans le monde des entreprises pour apporter bah, des technologies plus qu'il y a vraiment actuellement dans des entreprises et avec un mindset un petit peu différent. Donc ouais, je trouve ça assez important. Puis moi, ça m'apporte énormément aussi, parce que du coup, il n'y a que quand on enseigne quelque chose et que les autres personnes comprennent normalement, que on maîtrise aussi vraiment l'outil. Et
ça, ça m'a beaucoup aidé sur juste l'aspect pédagogique. Même moi, tous les jours, avec mes collègues ou d'autres personnes, expliquer des choses, euh, finalement faire monter en compétence des personnes plus juniors que moi ou d'autres collègues. Euh, donc ouais, c'est hyper enrichissant aussi de donner pour à côté. Moi, D'accord. j'ai une question par rapport à la recherche de mission. Avec tes années d'expérience et tes compétences et toutes tes connaissances, j'imagine que c'est plus facile pour toi de trouver tes prochains clients, tes prochaines missions. Mais Mm. aujourd'hui, quelles sont les plateformes que tu conseillerais à d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi, soit en freelance ou Mm. en CDI ou CDD? Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui existent. Enfin, depuis quelques années, ça s'est vraiment euh, énormément développé. Alors, moi, je déconseillerais de, dès la sortie d'école, partir en freelance parce que je pense que l'expérience en entreprise au début est quand même assez importante. Faire au moins 2 à 4 ans, il y a quand même beaucoup de bases, être avec d'autres développeurs, avoir des mentors, avoir un cadre, c'est quand même assez important. Mais après, quand on se lance, effectivement, j'ai eu pas mal de chance, et il y a eu beaucoup de networking et de rencontres qui y aident. Mais sinon, oui, aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes comme Malte, Comet. Il y a beaucoup de communautés aussi, disons des boîtes qui vont mettre en relation des entreprises et des freelances ou d'autres freelances, comme The Product Crew, par exemple, qui est une communauté que j'aime bien sur Paris. Et après, il y a d'autres petites communautés. Mais disons, dans un premier temps, ça va être vraiment les grosses plateformes comme Comet, Malte, qui marchent bien, où on dépose un CV, nos compétences, et on va pouvoir du coup passer dans un entretien avec des clients. Eux, en fait, ils prennent une petite commission. Puis après, ça va être ouais, plus des cercles. Là, ça va être un peu avec du networking, on va pouvoir rentrer un petit peu dans des cercles, et du coup, où eux, ils vont avoir des offres, etc. Et les mêmes plateformes comme Malte, il y a les mêmes, en fait, même maintenant, aujourd'hui, même pour l'enseignement, c'est-à-dire enseignement en tant que vacataire indépendant, il va avoir les mêmes plateformes. Euh, il y a, je crois, la crème de la crème. Il y en a plusieurs sur lesquelles on peut s'inscrire. Et en fait, à vous mettre en relation des indépendants intervenants avec des écoles d'ingénieurs, des universités, etc. D'accord. Et avec ce profil comme le tien, quel serait le TGM approximatif à ton retour du freelancing? Euh, En gros, ça dépend forcément les clients, etc. Mais aujourd'hui, un, un profil data architect, ça va être un TGM entre euh, 750 et 1 200 euros, selon l'expérience, selon la difficulté du projet, selon ce qu'il apporte, etc. Donc disons que c'est cette fourchette-là en termes de TGM. D'accord. D'accord. Peu importe la région. Région parisienne. C'est vrai que j'ai pas forcément trop d'autres. J'ai toujours bossé à Paris. Euh, et du coup, forcément, si on bosse en plus à Londres ou dans d'autres villes, ça va être encore plus élevé. Mais disons que ouais, on peut peut-être enlever 100 ou 200 euros selon si on est. Après, avec le télétravail, c'est vrai que maintenant, il y a quand même pas mal de postes qui s'uniformisent. Donc en gros, finalement, ça va être des TGM un peu communs, que ce soit à Paris ou à Nantes, et ils offrent par exemple 3 jours de télétravail. Donc ça peut aller, disons, tirer un peu vers le bas des Parisiens, mais monter un peu vers le haut des postes qui sont finalement en région. D'accord. Je voudrais qu'on termine sur une note assez dynamique ou conviviale. Enfin, ça va dépendre de comment tu la prends. Mais du coup, je voudrais que tu racontes une expérience que tu as vécue tout au long de ton parcours, une expérience marquante. Ça peut être triste, ça peut être drôle, mais quelque chose que tu retiens et qui définit finalement ton parcours professionnel. Ouais, j'essaie de trouver. Là, à froid, c'est un peu dur. Euh, j'ai pas forcément d'anecdote. Enfin, en tout cas, ouais, si, je peux en donner peut-être deux. Enfin, pas forcément une anecdote, mais quelque chose qui définit un peu ma parcours. Je pense vraiment, en fait, c'est les rencontres avec les autres personnes. Et du coup, c'est le fait de toujours être en veille, de faire beaucoup de meet-up, d'essayer d'écrire quelques petits articles sur Oui. Medium, de parler à plein de gens sur LinkedIn. Enfin, en fait, le fait de vraiment tout le temps être curieux et toujours pousser un peu les limites de la connaissance dans la tech sur les trucs qu'on a.
C'est quelque chose que je pense que je fais depuis le début, depuis que je suis en école. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de continuer à travailler autour de la tech. Enfin, ce qui aide, c'est que je suis vraiment passionné par ce que je fais. Donc je pense que ça aide aussi pas mal. Je compte Ouais. pas vraiment mes heures et je travaille un petit peu tout le Mhm. temps. Donc après, on peut quand même faire ça, même si on a des heures plus strictes. Mais je pense que ouais, vraiment le partage et disons, networking, et parler avec des autres gens, je pense que c'est vraiment le fil conducteur que je dois avoir sur ces différentes années. Avec toutes les personnes que j'ai pu voir qui m'ont apporté vraiment des expériences, mais pas forcément que tech, mais sur plein d'autres choses. Euh, du coup, l'idée, c'est d'être un peu comme une sorte d'éponge et d'absorber un peu tout ce que les personnes peuvent nous apporter tout le temps, peu importe le domaine d'expertise, même si c'est pas de la tech. Euh, alors, c'est pas trop une anecdote, mais disons que c'est ce que je vois sur C'est, un c'est fil encore rouge un mieux. peu sur ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, pour ce partage d'expérience. J'ai enfin compris c'était quoi le métier d'un data architecte et j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast comprendront également à quoi ça consiste. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter peut-être à l'occasion d'un meet-up, d'un forum Hmm, avec et plaisir. voilà. C'était avec plaisir. Merci Merci beaucoup à vous deux. Alexandre. Au revoir.